Donc, je vais vous présenter cette question de la bienfaisance procréative. Laissez-moi le temps d'argumenter de mener mon propos à terme. Ne déduisez pas trop rapidement, s'il vous plaît, la thèse ou les thèses que je défendrai, parce que en me relisant, je trouve mon propos assez terrifiant, en tout cas au début. Voilà. Et donc, vraiment, je veux pas du tout. Je sais que ces questions sont assez complexes. Et juste par rapport aux consultations d'éthique clinique, je crois qu'à Bordeaux, vous n'en avez pas. Et vous voyez, les deux dernières consultations d'éthique clinique sur lesquelles je suis intervenu encore la semaine dernière, pour vous donner un exemple, mais je ne vais pas en parler, mais je trouvais intéressant par rapport à ce qui a été dit ce matin. L'une, c'était des demandes de contraception définitive par des très jeunes femmes, c'est-à-dire entre 20 et 25 ans, pour des raisons environnementales, c'est-à-dire que, vous voyez, au nom du respect de la nature, elle demande une ligature des trompes. Bon, vous en parlerez peut-être dans les jours qui viennent, mais bon, c'est une question assez intéressante en termes de procréation et de nature, puisqu'on a beaucoup parlé de nature. Puis un autre exemple, on n'a pas parlé, mais j'ai suivi un couple qui était abstinent sexuel, pour lequel, je cite, la pénétration était quelque chose de bestial. Je m'excuse, il y a des enfants dans la salle, j'ai pas l'habitude de parler. Bon, mais je fais attention, n'écoutez pas les enfants, ce que je raconte. Et qui demandait une fécondation in vitro. Et oui. Et qui demandait une fécondation in vitro, donc une PMA, du fait de leur abstinence. Et donc, pour aller réaliser leur projet d'enfant, un peu comme Joseph et Marie, enfin, je sais pas s'ils avaient ce projet-là, mais ils demandaient une PMA. Et évidemment, la loi d'aujourd'hui ne le permettait pas, parce qu'il faut être infertile. Le projet de loi le permettra. Enfin, en tout cas en droit, puisque vous savez, l'infertilité va, enfin, pour l'instant, en tout cas en projet, est, on va dire, laissé de côté ou rayé de la loi. Alors, je vais vous parler de génétique. Je vais essayer de mettre de côté dans mon propos tout ce qui a été déjà dit, etc., et peut-être d'axer sur ce qui y a de plus problématique. Alors, je vais me mettre dans la peau un peu d'un transhumaniste. On a peut-être un petit peu parlé. Vous savez, donc, ce mouvement très hétérogène, très complexe, d'intellectuels, de scientifiques, de médecins, de philosophes qui défendent, si vous voulez, le recours au progrès technique, et en particulier à la génétique, pour enfanter, pour procréer. Et ils le font selon une argumentation, et dans cette argumentation assez complexe, il y en a, notamment chez Nick Bostrom, elle est assez intéressante. Ils sortent un principe, c'est le principe de bienfaisance procréative. Alors, je vais me mettre dans ce système-là, et puis vous allez voir, je vais essayer de développer ça, je vais essayer de faire ça rapidement. Alors, les futurs parents recherchent les conditions les plus favorables au développement de leur futur enfant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent un partenaire idéal en essayant, par exemple, de rencontrer la personne, alors soit au gré du hasard, mais le hasard n'existe pas. Il y a plein d'études de sociaux, j'ai pas le temps de développer. Ils vont sur Internet, etc. Simplement aussi en achetant des gamètes. Et les gamètes, vous pouvez, par exemple, Cryos Denmark, vous pouvez sélectionner le sperme selon des critères de couleur de peau, de couleur des yeux, de profil psychologique. Les études sur photo, vous sélectionnez vos critères. Bon, ça, vous connaissez cela. Et vous avez vu, regardez, je vous ai mis le prix parce que ça m'amuse à chaque fois. Enfin, en tout cas, entre potes, ça nous fait marrer. Les 0,5 millilitres de sperme varient entre 50 € et 800 €. Donc, oui, il y a une espèce de... Non, ça vous fait pas rire. Bon, moi, ça me fait rire. Les couples cherchent aussi à optimiser l'environnement. On l'a dit tout à l'heure, on attend avant de faire un enfant d'avoir une nouvelle maison, d'avoir une chambre, etc., d'avoir un travail. On attend que les conditions climatiques, géopolitiques soient favorables. On arrête le tabac, on arrête de boire, on pratique un sport, etc., etc. Tout ça, on le fait, vous voyez, en poursuivant un bénéfice qu'on apporterait à l'enfant. Et donc, vous voyez, ça y est, on y arrive. Au nom de la bienfaisance envers le futur enfant, on réunit les conditions qui vont nous permettre, espère-t-on, d'accueillir cet enfant qui sera le plus heureux, le plus épanoui, le plus libre possible. D'accord? Ce que je veux vous dire donc là, c'est qu'il y a des comportements sociaux qui se font au nom de la bienfaisance et qui sont acceptés moralement et socialement. Et les études scientifiques, elles vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Alors j'ai pris deux exemples, je ne vais pas développer, mais il y a nombreuses études qui montrent que, effectivement, lorsqu'on impacte, on change, on modifie l'environnement social, alimentaire, par exemple de la maman, de la femme enceinte, il y a un impact sur le développement cérébral, sur le développement du futur enfant, etc. Donc, on a ici des études scientifiques qui vont dans ce sens-là.
Alors, les transhumanistes nous disent la chose suivante. Ils nous disent, en fait, on a ces comportements et même des obligations envers nos futurs enfants. Eh bien, est-ce qu'au nom de ce principe de bienfaisance procréative, il ne faudrait pas revoir notre manière de procréer? Et donc, au lieu, vous voyez, de laisser au hasard de la génétique et de la rencontre le fait de procréer, eh bien, autant réunir, et dans cette même logique, mieux choisir notre partenaire, lui faire passer un test génétique, par exemple. Ça se fait avec un simple test salivaire pour avoir les prédispositions génétiques, etc. Je vais développer. Mais vous voyez, certains transhumanistes vont même jusqu'à dire que c'est un devoir moral. C'est-à-dire que de la même manière que vous avez l'obligation morale de scolariser votre enfant pour son bien, pour améliorer ses capacités cognitives, physiques, vous auriez le devoir moral d'avoir recours au progrès technique afin d'enfanter, pour concevoir l'enfant le plus épanoui et le plus autonome possible. Voilà, en gros, si vous voulez, la logique de ce principe de bienfaisance. Alors oui, je le présente avec beaucoup de critiques pour ne pas que vous me lanciez des tomates tout de suite. Bon. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vaut ce principe de bienfaisance? Et quelles seraient les conséquences si on allait jusqu'au bout de cette thèse? Alors, j'avais défendu en 2017 ce que j'avais appelé, vous allez voir, c'est assez terrifiant aujourd'hui quand je me relis, le principe de non-malfaisance procréative. Alors, je vais revenir sur ce que j'entends par là, mais avec vous, je défendrai plutôt un principe d'autonomie. Vous voyez, en gros, un principe de non-malfaisance, mais pondéré par un principe de l'autonomie, et l'autonomie de la femme enceinte, en fait. Alors là, je vais aller assez vite. C'est un bref état des lieux de la procréation. On a parlé du DPN, du DPNI. Je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement, dans le DPN, rien n'est obligatoire au sens juridique. On en a un petit peu parlé, ça c'est très intéressant. Le fait est que quand on est futur parent, on peut avoir le sentiment d'une obligation juridique à se rendre à une échographie, etc., etc. Alors, il y a quand même une contrainte, pas une contrainte, mais une sorte d'influence assez coercitive, c'est que vous n'allez pas être remboursé par la sécurité sociale ni pris en charge si vous ne vous rendez pas voir vos différentes échographies. Donc, si vous voulez, il faut quand même avoir beaucoup d'argent pour se dire, hop, je reste à la maison et je fais comme je veux. Donc, il n'y a pas de contrainte, mais bon, d'accord, on reviendra là-dessus si vous voulez. Alors, est-ce qu'il faut étendre le DPN et en particulier le DPNI? Alors, regardez, voilà, là, je vais peut-être juste un petit peu développer. Voilà ce qu'on pourrait faire à la 10e semaine d'aménorrhée, il me semble, par simple prise de sang maternelle. On pourrait connaître, et j'ai fait exprès, alors je l'ai peut-être placé un petit peu tôt, à 10 semaines, c'est-à-dire avant l'IVG, hein, c'est ça l'intérêt. On pourrait connaître le sexe, on pourrait connaître le facteur Rhésus, la T21, les prédispositions à certains cancers, certaines maladies vasculaires, les cardiomyopathies, les troubles du rythme cardiaque, l'hyperthermie, et puis certaines déficiences intellectuelles. L'hôpital américain de Paris, alors je suis allé récemment sur le site, je ne l'ai pas retrouvé, donc là, mais il y a un an, il y était. Il nous proposait, j'ai peut-être mal cherché tout à l'heure, une série de syndromes qu'on pourrait venir dépister, le syndrome de Dijor, du Gray-du-Chat, d'Angelman. On a beaucoup de consultations d'éthique clinique à la clinique Jules Verne sur des demandes de contraception définitive pour des jeunes femmes atteintes de la maladie d'Angelman, Prader-Willi, bon, etc., etc. Alors, on pourrait peut-être étendre le DPN, et certains généticiens vont nous dire que, en particulier les généticiens comportementalistes, qu'on peut aller diagnostiquer, dépister certaines mutations génétiques concernant certaines schizophrénies, l'autisme, les troubles, les TOC, pour aller vite. Et puis dans le futur, là on est un peu dans la science-fiction, mais quand on lit les études quand même de manière générale, il y a une sorte de convergence vers l'idée qu'on va un jour y arriver. On parle de QI, de mémoire, de prédisposition au comportement agressif, à l'alcoolisme, à certaines addictions, notamment l'anorexie, l'anxiété, la TDAH, etc., etc. Alors, certes, on va dire tout de suite que l'épigénétique montre l'impact, et notamment toutes les études en neurosciences, l'impact avec la plasticité cérébrale montre l'impact des facteurs épigénétiques sur les gènes. Le génome n'est pas un programme, c'est un vieux paradigme qu'on a abandonné, mais les généticiens diraient bien ça mieux que moi. Je ne suis pas compétent en la matière, mais peut-être une sorte de mémoire que les facteurs épigénétiques vont venir raviver ou non, vont venir allumer ou non. Et encore ça, c'est une vision trop naïve et trop simple. Mais en même temps, comme l'a dit tout à l'heure, Catherine, on peut parler aussi de facteurs de risque. Et la question, vous voyez, éthique, c'est est-ce que vous devrez, si vous avez connaissance de ces risques,
30, 40, 60%. À partir de quand, en fait, le risque est moralement acceptable? Puisque vous faites prendre un risque à votre enfant de naître avec une prédisposition. On n'a pas parlé des maladies neurodégénératives, mais vous voyez, si on prend la chorée de Huntington ou si on prend la SLA, par exemple, on a une pénétrance complète, sauf erreur, et donc on est à plus de 95% de risque de développer la maladie. Alors certes, au-delà de 55-60 ans, si on regarde les statistiques, mais vous savez que si on vous dit que, eh bien, votre enfant, à tel âge, il aura de toute façon, si la connaissance de ce dépistage, cette épée de Damoclès sur sa tête, ainsi que sur sa descendance. Alors ça, c'est la question du DPN, puis j'en viendrai après à la discussion. L'AMP, c'est on va sélectionner les embryons, et on distingue classiquement deux choses, la sélection médicale et la sélection sociétale. La sélection médicale, c'est ce qu'on fait en France, elle est très limitée par la loi. Imaginez dans ma famille, il y a une SLA qui court et qui est transmise. Je vais avoir le droit en diagnostic préimplantatoire, et la loi de bioéthique de révision ne change rien, qu'à rechercher la SLA. Et c'est toute la contradiction, en tout cas la difficulté. On n'aura pas le droit d'aller rechercher la trisomie 21, ce qui donne lieu à des, vous voyez, à des processus extrêmement coûteux de DPI, avec, pour finir, bien sûr, malheureusement, des IMG, pour des raisons de trisomie 21 qu'on n'aura pas recherché lors de la sélection et du tri des embryons. La sélection sociétale, c'est on va choisir, on pourrait, entre 10 embryons, choisir le sexe, non pour des raisons médicales, vous avez compris, hein, et on a par exemple un cytomètre du flux qui permet d'ailleurs même d'aller même en amont de choisir les spermatozoïdes, et ça marche assez bien pour avoir un enfant de sexe masculin ou un enfant de sexe féminin. On pourrait peut-être choisir un jour la couleur des yeux, la future taille, ça on le fait déjà, la surdité et le nanisme. C'est à peu près 2,5% aux États-Unis, je vous cite ça de mémoire, des demandes, j'y viens tout de suite. Alors ça, ce n'est pas légal en France, ces demandes-là, de parents par exemple sourds qui demandent une fécondation in vitro afin d'avoir des enfants sourds, ou des parents de petite taille, atteints de nanisme, qui demandent une fécondation in vitro pour avoir cela. Alors j'ai pris cet exemple, regardez, Sharon et Candy, en 2002, aux États-Unis, elles sont malentendantes toutes les deux, elles forment un couple, elles désirent concevoir un enfant sourd. La banque de sperme leur dit non, c'est pas possible. On n'a pas ça en magasin. Hein, ça se vendrait très très mal, etc. C'est ce qu'ils développent. Ils disent mais attendez, mais commercialement c'est une hérésie. Nous, nos géniteurs, ce sont voilà des gens, etc. Donc non. Bon, elles trouvent un ami sourd qui sont sourds depuis 5 générations. Vous voyez, elles sont vraiment déterminées. Elles ne laissent pas la porte au hasard. Et elles vont avoir un enfant dont j'ai oublié le prénom, un fils qui est sourd. Alors, avec une faible audition tout de même à l'oreille droite. Elles refuseront l'implant cochléaire en disant il choisira sa majorité. Bon, ce qui est une hérésie là sur le plan. Alors, laissons ça de côté, ce qu'elles ont choisi après, par la suite. Mais regardez, si on leur donne la parole, un bébé, signe Sharon, un bébé entendant serait une bénédiction, certes, mais un bébé sourd serait une bénédiction spéciale. Certaines personnes se disent oh mon Dieu, tu ne devrais pas avoir d'enfant handicapé, dit Candy. Mais tu sais, les Noirs ont une vie plus dure. Pourquoi les parents ne pourraient-ils pas choisir un donneur noir si c'est ce qu'ils veulent? Ils devraient avoir cette option. Ils peuvent se sentir liés à cette culture, unis à celle-ci. En fait, ce que défendent Sharon et Candy, c'est que la sourdité n'est pas un handicap, mais elle a un trait culturel, elle a une chance. Et que pour cet enfant qu'elles veulent avoir ensemble, il faut qu'il soit sourd, je vais très vite, mais pour être heureux, pour être épanoui, si vous voulez. Un enfant entendant dans leur famille, cet enfant va souffrir. Et donc, pour son bien, bienfaisance procréative, il faut utiliser la PMA, il faut qu'il soit sourd. Même argument pour les personnes atteintes de petite taille. Et puis enfin, il y a les troisièmes, et j'en passe après à la partie discussion, les modifications du génome. Vous voyez, on a un embryon, un fœtus, il est déjà là, des PN, des PNI, sélection entre plusieurs embryons, les problèmes moraux éthiques ne sont pas les mêmes, et enfin, troisièmement, on a un embryon et on modifie son génome. Et là, c'est encore autre chose. Je crois que c'est là, en fait, où les problèmes éthiques sont peut-être les plus importants, les plus complexes, même s'il y en a dans ce qui précède. Alors, on a tout ce qui, je développe pas, thérapie génique, j'ai pas le temps, les modifications du génome pour raisons sociétales, d'accord. Donc, on pourrait très bien, alors là, on est dans le futur, on est un peu dans la science-fiction, mais on se dit, on a un embryon, et on va modifier son génome afin qu'il ait des capacités mémorielles plus importantes, qu'il ait un meilleur QI, etc. Vous avez compris.
On pourrait même le modifier pour qu'il soit sourd, par exemple. Pourquoi pas? Bon. Les améliorations génétiques, alors ça, c'est vraiment le sens transhumaniste du terme. C'est l'idée, on va l'améliorer, d'accord? On va améliorer son génome, on va le rendre plus résistant aux maladies, on va augmenter son espérance de vie. Vous voyez que là, on est dans une science-fiction. Améliorer son tempérament, etc. Alors, discussion. Bon. Alors, il va falloir que je choisisse des choses. Bon, je vais pas tout faire. Donc, il me reste combien de temps? 20 minutes. 20 minutes, ok. Alors c'est là que vous voyez mon exposé, je le trouve terrifiant, mais bon. Je pars d'une consultation. Ok, un quart d'heure, ça marche. Mais parce qu'il faut qu'on ait le temps pour discuter. Voilà, c'est ça. Hein, donc, vous l'aurez, le PowerPoint, je vous l'enverrai, et puis... Enfin, si vous trouvez que ce que je raconte est intéressant, évidemment. Alors, regardez cette consultation. Elle est absolument... Évidemment, c'est un cas d'école un peu. Vous pouvez peut-être même avoir le sentiment que je l'ai chargé, cette situation, mais elle est véridique. Hein. Le CDPN s'interroge sur le bien fondé du refus d'IMG de la part de... Alors, refus d'IMG, vous voyez déjà une formulation bizarre. On ne demande pas une IMG à la femme enceinte. Bon, mais bon. Elle ne veut pas entendre parler d'IMG. On lui a parlé d'IMG, sans lui proposer une IMG, on lui a parlé. Mais elle refuse d'en entendre parler. Madame M, 25 ans, pour des raisons religieuses. Alors, au 6e mois de grossesse, l'échographie décèle des malformations importantes. Niveau cardiaque, rénal, cérébral. Il y aura une chirurgie cardiaque dès la naissance, des dialyses, sans doute une greffe, et des déficiences intellectuelles. Madame M, ce sont ses termes, souhaite garder sa fille. C'est sa fierté d'aller jusqu'au bout de sa grossesse. Et tout ce qui peut être fait sera fait à la naissance. Je ne veux pas tuer mon enfant, dit-elle, car c'est la pire des choses que de tuer son enfant. Alors, vous voyez, bon, de là, je me questionne sur la question. Vous voyez, on interroge souvent le droit de naître pour l'enfant, pour le fœtus, pour l'embryon. On interroge moins le droit de ne pas naître. Et c'est là que je voudrais vous parler du principe de non-malfaisance procréative. L'idée, vous voyez, c'est l'idée de savoir est-ce qu'il n'y a pas, dans un processus de grossesse et dans cette situation-là, des situations un peu d'obstination déraisonnable de la part de certains parents. Vous voyez, c'est pour ça que c'est assez terrible ce genre de discours, mais et je ne sais pas quelles conséquences de ce discours, mais bon, allez, je vais jusqu'au bout, tant pis, je me lance. Alors, est-ce qu'il faut respecter le choix de Madame X de poursuivre sa grossesse? C'est une première question. S'il y a un droit de naître du fœtus, s'agit-il d'un droit de naître dans n'importe quelle condition? Est-ce qu'il n'y aurait pas un droit de ne pas naître? Hein, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure des vies préjudiciables et du préjudice d'être né avec l'affaire Perruche et la juriste. Effectivement, on pourrait se dire à un moment donné que cet enfant... Alors, la difficulté est qu'on ne peut pas le faire parler, évidemment. Hein, on ne peut pas lui demander ce qu'il veut. Mais plus tard, peut-être, sans doute, peut-être, pourrait-il, mais il ne pourra pas, dans son état, se retourner contre ses parents pour porter plainte pour préjudice d'être né. Bon, dans ces conditions, ce serait très difficile à penser. Est-il condamnable de mettre sciemment au monde un enfant atteint d'une pathologie grave et incurable? Oui, c'est une question qui n'est pas facile, mais je sais que mon enfant va être gravement malade, et c'est sciemment que je le mets au monde dans cet état. J'ai retiré d'ailleurs une question. Est-ce qu'il serait moralement condamnable de poursuivre une grossesse aussi sans aucun recours médical, c'est-à-dire sans aucun suivi médical? Sans aucun suivi médical, je reste à la maison, je suis une femme enceinte, j'ai aucune échographie, j'ai aucun suivi. De la même manière, en exposant, vous avez compris l'argument, en exposant mon futur enfant à des risques, ne suis-je pas du coup condamnable moralement? C'est une question. Alors, évidemment, là, les philosophes vont dire, oui, mais bon, est-ce qu'une maladie, c'est un mal? Est-ce que, vous voyez, on peut parler de mal moral pour ce qui concerne une maladie? On doit distinguer le mauvais du mal. Bon. Mais une maladie, je cite Corinne Van Host, qui est médecin en Belgique, elle entrave, elle contraint l'individu, elle le détruit, la maladie prend l'existence de ceux qui sans elle auraient voulu vivre. Hein. Donc cette idée que la maladie peut être considérée comme un mal, et en particulier lorsqu'il y a une responsabilité de quelqu'un qui sait que l'autre va être malade ou qui transmet cette maladie. Hein. Je prends souvent cet exemple, mais vous avez un repas de Noël, votre oncle vous embrasse, puis à un moment donné, juste après la dinde, il vous dit qu'il est pas bien. Bah, qu'est-ce que t'as, mon oncle? Bah, j'ai une gastro. Et là, vous lui en voulez parce qu'il aurait pu ne pas vous embrasser. Bon. Non, ça vous est jamais arrivé? Non. Bon, vous dites quand même, tu aurais pu me le dire que tu avais la gastro. Bon, peut-être que j'aurais choisi de t'embrasser, mais tu aurais dû me le dire. Bon.
Ah, vous voyez, dans ce sens-là, transmettre la maladie à quelqu'un, alors qu'on sait qu'on va la transmettre, ça pose un problème moral. Alors, c'est ce que j'avais essayé de proposer. Je vais vite. Principe de non-malfaisance procréative, c'est l'idée, l'obligation morale que nous aurions, je mets un conditionnel, attention, parce que je sais que vraiment cette question est difficile, de ne pas nuire à un futur enfant en le faisant naître sciemment avec une pathologie grave et incurable, j'ai bien souligné ça, au moment du diagnostic. Mais, et je finis sur cette question, est-ce qu'on pourrait contraindre, du coup, au nom de ce principe de non-malfaisance, une femme à avorter? Parce que vous voyez évidemment la logique. Si on estime que c'est une obligation morale que de ne pas faire naître un enfant dans telles conditions, la logique voudrait qu'on contraigne pour le bien de l'enfant la femme à avorter. C'est pas ce que je défends. C'est pour ça que je vous dis que ce principe de non-malfaisance me semble doit être pondéré par un principe d'autonomie, et l'autonomie et le respect de l'autonomie finalement de la femme enceinte. C'est pour ça que j'ai ajouté l'autonomie procréative, c'est première. Alors, concernant la FIV et la sélection des embryons, bon, alors je vais aller assez vite. Voilà ce que défend Savulescu, qui est un transhumaniste. Il dit, bon, un couple par FIV obtient 2 embryons. L'embryon 1 n'a pas de pathologie répertoriée. Et puis, l'embryon B a une prédisposition à l'asthme. Si on donne le choix au couple, quel sera-t-il? Et est-ce qu'il y a un devoir moral dans cette situation? Alors, la réponse du philosophe Savulescu, c'est de dire, oui, ce couple doit choisir l'embryon A. Il doit choisir l'embryon A, d'abord parce qu'il a pas de raison en fait de choisir l'embryon B, si ce n'est, vous voyez, quelque chose, une pathologie mentale du type une sorte de projection. Moi aussi, je suis asthmatique, j'ai envie d'avoir un enfant comme moi, une sorte d'égoïsme. Enfin, on peut tout imaginer, mais rationnellement, je dois choisir, dit-il, l'embryon A. Et moralement, je devrais choisir l'embryon A. Et la réponse de Savulescu, c'est de dire, pour son bien, je dois choisir l'embryon A, mais je ne devrais pas contraindre les parents. Savulescu est un libéral. Et il va aussi pondérer ce principe de bienfaisance procréative par le principe de l'autonomie procréatrice, en disant, au final, on ne devrait pas pouvoir contraindre les parents. Alors, on peut imaginer la même question pour les raisons sociétales, sélection pour raisons sociétales. Vous voyez, vous avez différents embryons, et maintenant, imaginons, vous avez... Alors, j'avais fait une analogie avec le sexe de l'enfant, mais on va prendre par exemple la taille. Vous avez plusieurs embryons, pardon, et vous avez des embryons dont vous savez que certains vont être plus grands que d'autres. D'accord? C'est pure science-fiction, imagine. Ben, si je regarde les études, une plus grande taille est statistiquement un avantage par rapport à d'autres. Parce que quand vous êtes plus grand, pas trop, hein, parce que sinon ça devient un handicap, mais on a parlé du Marfan tout à l'heure, par exemple, mais les gens d'une bonne moyenne de taille gagnent plus d'argent, ont une plus grande attractivité sexuelle et sociale, etc. Bon. Donc si mon devoir est d'agir pour le bien de mon enfant, vous voyez que ça rend la sélection pour raison sociétale, là aussi, de l'ordre du devoir, voire de l'obligation, et de l'obligation morale. Alors, le problème de ces sélections sociétales, pour lesquelles je ne suis pas favorable, l'État devrait-il interdire, décourager par des taxes, un peu comme le diesel? Vous voyez, en gros, on embête les médecins pour qu'ils travaillent sur, voilà, donnez-moi le QI, la couleur des yeux. On les détourne de ce qui est urgent et véritablement important, dirions-nous. Bon, donc il faut le taxer. Il faut taxer. Ça plairait pas aux gilets jaunes, mais bon, est-ce qu'il faut les encourager? Est-ce qu'il faut prendre en charge par la sécurité sociale? Alors, il y a plein de problèmes, notamment l'atteinte à la diversité. Si on laisse, par exemple, choisir le sexe, si on laisse choisir la couleur des yeux, bon, il y a tout un tas d'études là-dessus sur la question de la diversité. Moi, il me semble peut-être le problème de ces sélections sociétales, c'est finalement un eugénisme. Alors, Savulescu défend un eugénisme libéral, c'est l'idée, vous voyez, que finalement, on a le droit de faire de l'eugénisme, c'est-à-dire de la sélection des gènes, mais tant que c'est le bien vouloir des parents. En gros, vous voulez pas faire de diagnostic de DPN et de DPI, c'est votre volonté, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux en faire, par exemple, imaginons. Eh bien, c'est ma liberté. Ça, ce serait un eugénisme libéral. En fait, il me semble, mais ça demande d'être plus argumenté que ce que je peux faire ici, mais c'est que, vous voyez, si on s'appuie sur les études pour montrer, par exemple, que la taille ou que le sexe est un facteur positif pour l'enfant, en fait, on vient reproduire des discriminations sociales. Hein. Dans notre société discriminatoire, d'accord, elle est plus bénéfique pour les garçons. Et du coup, la logique de l'eugénisme libéral, c'est de donner raison à ces discriminations sociales. Au lieu de lutter contre, on leur donne raison et on leur donne davantage de force. Il me semble que l'eugénisme libéral est en fait illusoire. Et plus qu'une liberté, c'est une aliénation. Bon, et ça, c'est mon point de vue. Pour les modifications génétiques, j'ai pas tant de... Bon,
Alors, là aussi, vous voyez, c'est un peu une logique. Le transhumanisme, il y a une logique très rationnelle. Hein. Vous avez le choix entre accueillir l'enfant tel quel ou l'améliorer. Qui ne voudrait pas être plus résistant? Moi, j'aurais bien aimé ne pas être myope, j'aurais bien aimé ne pas être sourd de l'oreille droite, etc., etc. D'accord? Qui ne voudrait pas vivre plus longtemps, etc., etc. Puis de la même manière, vous avez l'obligation de scolariser votre enfant. J'ai laissé 6 ans, maintenant c'est 3. Est-ce que vous ne devriez pas avoir l'obligation de l'améliorer sur le plan génétique, si c'est possible, hein? C'est ça la logique transhumaniste. Si aucun risque, j'ai mis beaucoup de points d'interrogation, si aucun risque, ce qui n'est pas le cas, pourquoi pas, hein? Est-ce que je serais pas plus heureux si bon. Alors ça, c'est une certaine conception de la vie bonne, en fait, et je vais essayer de synthétiser et de finir là-dessus et de vous laisser la parole. Il me semble, vous voyez, c'est une certaine, cet idéal de perfection, c'est une certaine conception, au sens aristotélicien, une conception de la vie bonne. Pour moi, imaginons que je sois, moi, mon idéal, c'est d'être plus grand, d'être plus beau, de vivre plus longtemps, de ne pas être malade. Le problème, lorsqu'on l'applique à la question de la procréation et qu'on n'est pas simplement dans le rapport à soi, c'est qu'on va, cet idéal de la vie bonne, on va l'imposer à notre futur enfant. Et c'est là on a un problème éthique, me semble-t-il, assez majeur, qui est une atteinte à l'autonomie du futur enfant. Il y a d'autres choses. Est-ce que c'est pas une illusion? Ça, on n'en a pas parlé, mais effectivement, toute cet imaginaire autour de la génétique, est-ce qu'il n'est pas illusoire? On minimise le rôle de l'éducation, le rôle de l'environnement, bien entendu. Et puis j'avais pensé vous parler des bébés Nobel, vous savez, avec l'expérience de Robert Graham, qui va chercher des surdoués, des prix Nobel, et puis il a 230 enfants qui vont à peu près naître de cette banque de sperme, donc avec des sélections en gros un peu comme les nazis, hein, sauf que là c'était aux États-Unis. Mais sauf que lisez le livre de cet Américain là, paru en 2006 sur les 230 enfants, sauf erreur, mais il y a quasi aucun n'est surdoué, ou certains se sont suicidés, etc., etc. Donc bon, alors ça ne démontre pas le caractère totalement illusoire du transhumanisme, mais en tout cas ça le met sérieusement en question. Bon, ça j'ai pas le temps. Voilà, élément de conclusion. Le progrès scientifique et technique va impacter, et vous voyez, engendre de nouveaux pouvoirs et de nouvelles responsabilités. Les risques de la bienfaisance procréative et de la non-malfaisance procréative, il me semble, c'est une liberté peut-être illusoire, pas entièrement, peut-être sans doute beaucoup d'aliénation. Oui, on se croit libre, mais en même temps, on en a un petit peu parlé, le fait d'avoir le droit de savoir, d'avoir une technique qui va être mise en place sur le marché, c'est extrêmement insidieux, et la capacité des citoyens à refuser une technique qui existe est effectivement très très problématique, sauf si vous êtes hypocondriaque comme moi. Mais moi, mes enfants, ça y est, ils sont faits, donc je suis d'ailleurs ravi, parce que aujourd'hui, j'aimerais pas faire enfin en tout cas demain, ça va être beaucoup plus complexe ou beaucoup plus compliqué que faire des enfants encore aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui ont la chance d'avoir pas eu de problème de fertilité. Enfin, dernier mot, je pense, enfin moi, ce que je défends, c'est un respect de l'autonomie procréatrice des parents, mais aussi celle des futurs enfants, qui suppose une logique du soin, pour reprendre la thèse la formule de Anne-Marie Moll, une sociologue qui travaille sur le diabète. Je vous recommande son livre, Qu'est-ce que soigner veut dire, et non pas simplement une logique du marché, parce que vous voyez que tout ce que j'ai essayé de développer un peu rapidement, avec les diagnostics, etc., on voit qu'on est dans une logique très commerciale, à la fois du fantasme et à la fois du marché et du commerce. Voilà, je vous remercie. Merci.